Voilà Karine, merci de nous Bonjour. avoir rejoints. Depuis ton bureau donc à Bruxelles, au ministère des Pensions, si on peut dire au cabinet, en tout cas des pensions, de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et des personnes porteuses de handicap. Donc je suppose que tu as entendu un peu l'introduction, en tout cas tu sais de quoi Oui, on va parler. Il y avait évidemment beaucoup de questions, notamment sur les pensions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé. On avait fait de l'augmentation des pensions, évidemment, une de nos priorités majeures. On s'est battu pour ça, on a obtenu des budgets très très significatifs et tu n'as pas traîné puisque à peine arrivé, tu as préparé la loi qui va être votée dans quelques jours, dans quelques semaines et qui va permettre cette augmentation des pensions minimales pendant toute la durée de la législature. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces augmentations? bien sûr, Paul. Alors, ce que nous avons obtenu, c'est que les pensions augmentent d'ici 2024 de 22%. Donc, le budget est garanti, c'est près de 1,8 milliard que le gouvernement met sur la table pour augmenter les pensions les plus basses et ce qu'on appelle aussi l'AGRAPA. 1,8 milliard, ça veut dire à un moment donné que le budget qui a été prévu par l'État pour augmenter les pensions, c'est 1,8 milliard, plus les enveloppes bien-être, plus l'indexation. 22% de pensions supplémentaires, c'est du jamais vu. C'est unique dans l'histoire de l'augmentation des pensions et donc c'était nécessaire. Nécessaire pour garantir le pouvoir d'achat de nos pensionnés et aussi pour lutter contre la pauvreté. On sait que beaucoup de nos pensionnés n'ont pas aujourd'hui une pension digne et ils ont le droit de vivre dignement puisqu'ils ont travaillé toute leur vie. Voilà, et donc c'est important, tu l'as dit, mais j'y reviens, de rappeler que ces trois couches d'augmentation, il y a l'indexation normale, évidemment, hein, contrairement au gouvernement précédent qui avait fait des sauts d'index. Ici, on assure que les pensions continuent à suivre l'augmentation du coût de la vie. Il y a la deuxième couche qui est ce qu'on appelle l'enveloppe bien-être, ça c'est aussi une conquête des socialistes, qui vise à faire en sorte que les pensions continuent d'évoluer parallèlement à l'augmentation des salaires, et puis ce budget complémentaire qui va permettre de les revaloriser et de faire en sorte que les pensionnés en fin de législature aient en moyenne pour une carrière complète à peu près 3 000 € net en plus par an. C'est donc une augmentation très très significative. Il faut aussi préciser qu'on a prévu de revoir les plafonds d'impôts, puisque trop souvent dans le passé, on donnait d'une main aux pensionnés et puis ils repayaient en impôts ce qu'ils avaient reçu. Ici, ça ne se produira pas. Ça ne se On a produira pas, prévu que effectivement. les plafonds d'impôts soient relevés aussi, et donc les augmentations soient vraiment des augmentations nettes et non pas des augmentations qu'on repère après avec Tout à les fait. impôts. Et ces augmentations concerneront à peu près 815 000 personnes. Donc, évidemment, ça concerne énormément de pensionnés. Voilà, ça c'est un premier paquet, un premier volet. Le deuxième volet, c'est le soutien aux personnes qui vivent de revenus de remplacement, notamment du revenu d'insertion, des allocations pour maladie, invalidité, etc. On sait qu'elles sont souvent très très basses et que les personnes qui vivent avec ces revenus ont vraiment beaucoup de mal à en vivre. Et donc là aussi, en plus, c'est à nouveau trois couches d'augmentation, l'indexation, l'enveloppe bien-être, donc assurer que ça suit l'augmentation générale des salaires, et en plus un budget complémentaire, là aussi que tu as bétonné dans la loi, qui sera votée très bientôt, pour que ces augmentations soient effectives. Ouais, il est bétonné jusqu'en 2024, et là aussi ce sera une augmentation de près de 22% pour les revenus d'intégration sociale, les allocations de remplacement, et là il faut penser particulièrement aux personnes handicapées, parce qu'elles vont bénéficier de ces allocations et de ces augmentations, et la GRAPA, comme on l'a dit tout à l'heure, où c'est une allocation de remplacement aussi. Donc 22% supplémentaires d'ici 2024. Là aussi, ce sera le même mécanisme que pour les pensions. Voilà. Et par ailleurs, donc pour toutes les personnes qui travaillent, on a prévu d'assouplir la loi sur la négociation salariale pour permettre aux syndicats de négocier des vraies marges salariales. On espère qu'il y aura une marge et on voudra élargir cette marge. On sait que c'est une revendication notamment d'augmenter les salaires minimums qui sont beaucoup trop bas en Belgique. Et donc ça, c'est évidemment la part des partenaires sociaux, la part du travail que les syndicats vont pouvoir mener en parallèle. On rappelle aussi qu'on avait déjà sous le gouvernement, déjà quand on soutenait le gouvernement de l'extérieur, on avait obtenu une augmentation spécifique pour la période de crise de 50 € par mois en plus, et tu as obtenu aussi qu'elle soit prolongée jusqu'au mois de mars.
Oui, l'ensemble des allocations de remplacement verront effectivement l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, eh bien, ils auront 50 € par mois jusqu'à la fin du mois de mars, en espérant effectivement que la crise soit finie fin de ce mois de mars. Et je rappelle qu'ils l'ont eu depuis le mois de juillet dernier. C'était important parce que eux aussi, les bénéficiaires d'allocations, ont du mal à joindre les deux bouts, et ces personnes ont vu aussi leurs dépenses augmenter. Je pense simplement, ben voilà, c'est l'hiver, on est à la maison avec les enfants, il faut chauffer. Il y a plus aussi de factures d'eau puisque les enfants aussi sont à la maison, ils ne peuvent plus participer à la cantine scolaire. Donc toutes ces dépenses supplémentaires étaient très très compliquées pour l'ensemble de ces bénéficiaires, et nous voulons être à leur côté pour les soutenir et pour qu'ils puissent effectivement vivre un peu plus dignement et passer cette crise sociale. Nous sommes à leur côté aujourd'hui. Voilà. Et il faut bien préciser, parce que ça, c'est des questions qui arrivent en parallèle sur le fil Instagram, que l'augmentation des bases allocations dont tu viens de parler, c'est aussi pour les indemnités d'invalidité, de maladie. C'est pas seulement le revenu d'insertion, mais c'est toutes les plus basses allocations qui vont être revalorisées. Toutes les allocations de remplacement, voilà. Effectivement. Et ça va concerner près de 300 000 personnes. Donc ça concerne énormément de personnes qui, là aussi, ont des difficultés de vivre au quotidien et de pouvoir nourrir correctement leurs enfants. Donc là aussi, c'était une des volontés, des priorités du Parti socialiste, parce que je rappelle que dans ce gouvernement, la solidarité est vraiment une des grandes priorités, et on le voit, on a toutes ces sommes d'ici 2024 pour essayer de lutter très concrètement contre la pauvreté. Voilà. Je précise aussi, parce que c'est aussi une question que je viens de voir défiler, il y en a beaucoup, donc malheureusement je ne sais pas toutes les attraper, mais que les 50 € en plus, évidemment, ils ne seront pas soumis à impôt. On ne va pas aller les récupérer dans l'impôt. C'est 50 € net, c'est dans la poche, et ça ne fera pas l'objet d'un impôt. Ils sont immunisés. Ces 50 € sont totalement immunisés fiscalement, mais immunisés aussi si vous avez des saisies ou d'autres choses, ou si vous êtes surendetté. Voilà, donc c'est totalement immunisé pour l'ensemble de la période. Alors il y a beaucoup de questions qui viennent aussi sur l'aide complémentaire que les CPAS peuvent apporter. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de bien l'expliquer. Bon, moi, je suis bourgmestre d'une grande ville, hein, je crois que tout le monde le sait, bourgmestre de la ville de Charleroi. Donc, je discute très régulièrement avec mon président de CPAS, à qui tu allais rendre visite d'ailleurs la semaine dernière. Et trop souvent, beaucoup de gens n'ont pas conscience que le CPS, c'est pour tout le monde. Que le CPS, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui sont déjà au CPS, qui sont déjà des bénéficiaires de revenus d'insertion. Donc là aussi, on s'est battu pour obtenir 115 millions d'euros, c'est pas rien, c'est un budget complémentaire très significatif, pour aider les gens qui ont, à cause de la crise, tout d'un coup, moins de moyens pour couvrir leurs dépenses normales. Pas seulement des bénéficiaires de revenus d'insertion, mais ça peut très bien être un travailleur, qui soit salarié, qui soit indépendant, ça peut très bien être un pensionné, n'importe qui a une difficulté particulière en période de crise Covid, peut aller demander un soutien ponctuel au CPAS. Moi, dans ma ville, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi, je suis au travail, mais j'ai été mis au chômage temporaire à cause de la crise Covid. J'ai perdu une partie de mon salaire à cause de ça. J'ai un enfant qui commençait les études supérieures. Je ne savais pas payer les droits d'inscription. Eh bien, le CPS m'a aidé à payer les droits d'inscription. Une autre famille qui m'expliquait qu'ils ont des enfants adolescents qui doivent suivre donc une partie des cours en ligne aujourd'hui sur leur ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur pour que tous les enfants puissent le suivre, donc ils devaient acheter un ordinateur, ce qui était un coût très significatif à ce moment-là. Eh bien, en plus des aides que la commune apportait, le CPS, là aussi, a pu donner un coup de main particulier. Donc je pense que ça c'est vraiment important, si tu peux l'illustrer. En plus, tu as été président de CPS, donc tu connais très bien le sujet, d'expliquer que le CPS, c'est pour tout le monde, que tout le monde peut y aller, tout le monde peut expliquer ses difficultés liées à la crise Covid et demander une aide ponctuelle pour des dépenses qui sont vraiment nécessaires pour la vie de la famille et sans être soumis à des enquêtes sociales, à des contrôles, etc., comme c'est le cas quand on demande le revenu d'insertion. Comme tu l'as très bien dit, Paul, aujourd'hui, on a prévu 115 millions d'euros pour soutenir toutes les victimes de la crise, et on sait qu'elles sont vraiment nombreuses, ces victimes de la crise. Tu as cité les indépendants, les personnes qui ont perdu leur job, qui sont au chômage temporaire, mais je pense aussi aux étudiants
précarisées, qui aujourd'hui n'ont plus de job étudiant, toutes ces personnes-là doivent oser passer la porte du CPS. Alors, quand je dis passer la porte du CPS, ça ne veut pas dire, comme on a parfois ça dans notre imaginaire, faire une longue file devant le CPS. Vous pouvez téléphoner au CPS de votre commune, de votre ville, pour leur dire que vous avez des difficultés parce que vous avez une diminution de revenus ou parce que vous n'avez pas eu de votre job étudiant et que vous avez des difficultés et que vous êtes dans le besoin. Et là, un rendez-vous sera pris et vous pourrez venir. Vous pourrez venir en disant, voilà, j'ai une facture de gaz, d'électricité que je ne sais pas payer. Alors, soit le CPS appellera directement parce que vous êtes en retard de paiement et ce que nous ne voulons absolument pas, c'est que vous tombiez dans une spirale de surendettement. Parce que quand on tombe dans une spirale de surendettement, on met des années à se relever. Et nous avons débloqué des fonds pour que vous n'ayez pas ce surendettement qui explose. Or, ce qu'on voit déjà dans nos CPS, c'est qu'il explose. Donc, je vous dis, quand vous avez une facture à payer, surtout, ne la mettez pas en dessous du tapis. Venez, prenez rendez-vous avec votre CPS. Si vous avez des loyers en retard, venez vers les CPS. Même des cotisations NSS, si vous êtes indépendant et que vous ne savez pas les payer aujourd'hui, même s'il y a eu des mesures qui ont été prises à cet égard-là, eh bien, vous pouvez aussi demander une aide. Et là, les CPS ont reçu des fonds pour pouvoir très, très concrètement et très vite vous aider, soit en vous payant directement, soit en payant directement les factures. Mais encore une fois, prenez votre téléphone, téléphonez. Il y a beaucoup de 0800 dans les CPS. Prenez contact avec eux et ils vous aideront très concrètement. Nous ne voulons pas que demain, plein de familles, plein de ménages, des enfants aient des difficultés. C'est pour ça que nous sommes au gouvernement, c'est pour aider tout le monde aujourd'hui et maintenant pour les sortir le plus vite possible de la crise. Je pense que c'est vraiment important d'insister, Karine, sur le fait que c'est une démarche qui doit être la plus facile possible. On doit vraiment pouvoir donner un coup de téléphone, prendre un rendez-vous, ou même régler les problèmes par téléphone et dire voilà ma situation, voilà la facture à laquelle je suis confronté, ou voilà l'achat que je dois absolument faire pour ma vie de famille, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il faut préciser, évidemment, c'est un surcroît de travail pour les CPS, et donc on avait dégagé aussi 15 millions d'euros supplémentaires pour aider les CPS, pour qu'ils puissent engager du personnel complémentaire pour aider les personnes qui sont dans cette difficulté. C'est vraiment un moment de crise particulièrement dur, donc il faut se serrer les coudes, il faut éviter que ceux qui aujourd'hui ont du mal, mais en période normale, ils s'en sortent, eh bien, ne tombent justement dans cette précarité. Et puis après, à cause de l'endettement, à cause des factures qu'on a accumulées, rentrent dans une spirale qui soit très, très difficile à casser. Donc, il faut vraiment encourager au maximum les citoyens à se dire, il n'y a vraiment aucune honte à ça, c'est vraiment pas quelque chose qui doit être une démarche difficile. Vous avez une difficulté, c'est pas de votre faute si vous avez perdu votre boulot. Vous êtes étudiant, vous travaillez, d'habitude, vous travaillez 6 heures, 8 heures dans un bistrot le week-end pour payer vos études, vous ne pouvez plus le faire maintenant et donc vous n'avez plus à payer votre cote. Vous téléphonez, vous expliquez la situation et on viendra à votre aide directement. C'est vraiment pour ça que c'est fait. Et il y a les moyens qu'on a mis sont des moyens très significatifs. Je prends l'exemple de ma ville. Bon, c'est une ville de 200 000 habitants, donc c'est quand même une grande ville. Mais il y a 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros pour aider les citoyens, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très significatif. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire la démarche. C'est très significatif et je rappelle aussi que les travailleurs sociaux sont là à vos côtés et comme tu l'as dit Paul, il faut absolument soutenir aussi les travailleurs sociaux et c'est ça que je vais essayer de faire avec le gouvernement parce que si eux sont surchargés, eh bien c'est les personnes qui n'auront pas accès à leur aide complémentaire ou qui n'auront pas accès à leur revenu d'intégration. Donc il faut vraiment que toute la chaîne soit complète. Mais comme Paul l'a dit, je le dis, je le répète, allez vers votre CPS, même si vous êtes propriétaire d'une maison, même si vous avez encore de l'épargne. Nous ne vous demandons pas de vider vos comptes épargne ou d'aller voir la solidarité dans toute votre famille avant de venir vers nous. Vous avez une diminution de revenus, vous avez une augmentation des dépenses, nous pouvons vous aider très concrètement. Voilà le message que je veux faire passer avec toi, je pense, aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est vraiment important celui-là de le faire parce que tous les autres sont aussi importants, mais tous les autres, c'est des aides automatiques. Personne n'a de démarche à faire. Si vous êtes pensionné, l'augmentation, elle viendra directement sur votre compte. Si vous avez une indemnité, maladie, invalidité, handicap ou autre, elle viendra aussi automatiquement sur votre compte. Tandis que là, effectivement, il faut faire la demande, mais il faut la faire de la manière la plus simple possible. Alors c'est vrai, on me dit dans les commentaires que parfois les délais d'attente sont longs. Alors on essaie de faire au plus vite, vraiment. Normalement, c'est en un mois que le CPS doit répondre.
Voilà, le CPS doit répondre en un mois. Si c'est pour une dépense ponctuelle liée à la crise, eh bien voilà, c'est en tout cas une manière d'éviter de devoir se trouver face à une facture qu'on ne peut pas payer et qui va s'accumuler avec d'autres difficultés. On me demande aussi, c'est bien sans enquête sociale? Oui, c'est bien sans enquête sociale. On ne va Il pas y a demander à quelques quelqu'un. demandes, il y a quand même quelques demandes, évidemment. Il faut une domiciliation, il faut une composition de ménage et à quelques demandes, mais c'est pas une enquête sociale comme pour avoir le revenu d'intégration. Donc, pas d'inquiétude, ce ne sera pas aussi invasif que lorsqu'on demande un revenu d'intégration, puisque c'était la volonté, et c'est la volonté du gouvernement, d'aider beaucoup plus directement. Il faudra juste démontrer que vous avez une diminution de revenus. Mais vous savez, Voilà, les c'est ça. Je CPS, pense que c'est ça qui est oui, important c'est là-dessus que c'est important d'insister. Il faut forcément fournir quelques documents. On ne va pas téléphoner puis recevoir de l'argent comme ça, bien sûr. Il faut fournir quelques documents pour démontrer sa situation. Mais la seule chose qu'on doit vraiment démontrer, c'est qu'on a une diminution de revenus. tout à fait. On ne doit pas démontrer qu'on n'a pas de maison, tu l'as dit, qu'on n'a pas Non. d'épargne, que les revenus du ménage, etc., etc. On doit vraiment démontrer qu'à cause de la crise, il y a une diminution de revenus. Donc, on veut aider à passer cette crise et démontrer donc que on peut, grâce à ça, eh bien, une fois que la crise est finie, qu'on retrouve son emploi, qu'on peut refaire son job complémentaire et qu'on n'a plus besoin de cette aide, On peut rebondir. on revient alors à la normale. C'est évidemment le souhait le plus cher de tout le monde. Tu parlais de l'énergie aussi, il y a beaucoup de questions sur l'énergie. On s'est battu aussi pour augmenter l'accès au tarif social énergie. Il y a déjà beaucoup de gens qui bénéficient du tarif social, qui est un tarif beaucoup plus avantageux que le tarif normal, c'est 25% de réduction de mémoire. Et donc, on a obtenu aussi 88 millions en plus, un budget complémentaire pour que beaucoup plus de gens demain puissent aussi bénéficier de ce tarif social et donc voir concrètement leur facture d'énergie nettement diminuer. Alors on sait très bien que la précarité énergétique touche beaucoup de familles dans notre pays. Et donc, c'est 88 millions qui sont inscrits au budget pour qu'on élargisse le tarif social. Et là, je vais travailler très concrètement et très directement et très rapidement avec la ministre Tine Verstraeten, la ministre qui a l'énergie dans ses compétences. Parce qu'effectivement, les factures énergétiques peuvent grever les budgets de beaucoup de nos familles. Il y a un effort à faire en parallèle, bien évidemment, parce que certaines familles vivent dans des logements qui sont des trous énergétiques. Ça veut dire ils sont mal isolés, ils n'ont pas des doubles vitrages, etc. Donc en parallèle, il faut pouvoir travailler sur les logements, mais il faut diminuer directement la facture énergétique. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que les familles les plus défavorisés qui habitent les logements les moins modernes ou qui ne peuvent pas faire de travaux parce qu'ils ne sont pas propriétaires, eh bien, payent les plus grosses factures. Non pas parce qu'ils consomment beaucoup, parce que effectivement le logement n'est pas correctement isolé. Et donc, c'est là aussi qu'on doit aider très directement par la facture, mais après, effectivement, par des politiques concernant les transitions énergétiques et l'isolement des logements. Mais donc là, nous voulons élargir le tarif social. Et il faut savoir aussi que on a augmenté les moyens au niveau des CPS en indexant le fonds gaz-électricité pour les bénéficiaires du CPS, mais pour d'autres personnes qui auraient des difficultés. Et c'est pas seulement payer une facture, là. Vous voulez, par exemple, vous êtes bénéficiaire de revenu d'intégration, eh bien, vous voulez changer de frigo pour avoir un frigo plus performant, on peut vous soutenir aussi pour avoir des appareils électriques qui consomment moins. Parce que qui dit consomme moins, ben c'est bien pour le climat, mais aussi c'est mieux pour la facture énergétique. Donc là, on fait aussi du préventif au niveau des CPS grâce au fonds gaz-électricité qui a été indexé et que je compte bien aussi demander l'indexation en 21 et en 22 avec ma collègue. Bien sûr. Alors, on nous parle aussi de problèmes de paiement d'allocation de chômage. Là, c'est pas directement dans tes compétences. C'est vrai, ça m'est revenu de plusieurs témoignages, des délais, des difficultés pour obtenir le chômage et notamment le chômage temporaire lié à la crise Covid auprès des syndicats. Il faut comprendre que les syndicats, simplement, comme tout le monde, sont confrontés à la crise. Comme tout le monde, ils ont du personnel qui est malade ou du personnel qui est en quarantaine temporaire. Et en plus, eh bien, il y a plus de demandes que d'habitude. Donc, effectivement, ils sont confrontés, comme les travailleurs sociaux, comme les travailleurs du service public, à davantage de demandes d'intervention, ce qui rend leur travail plus compliqué. Mais voilà, pour avoir eu des contacts avec les syndicats, je peux vous dire que vraiment, ils sont conscients du problème et ils font au mieux pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Et si je peux ajouter quelque chose, Paul,
J'ai aussi demandé que dans malheureusement, durant cette seconde vague, qu'il y ait une accessibilité des services publics. Qu'est-ce qu'on a vu lors de la première vague? C'est que beaucoup de services publics ont fermé. Si les services publics ferment, effectivement, l'accès aux droits n'est plus possible parce qu'il faut trouver tel et tel document, parce qu'on ne peut pas avoir accès physiquement, par exemple, au bureau pour voir ses droits à la pension et que la pension arrive. Et donc là, évidemment, en garantissant la sécurité de l'ensemble des travailleurs, parce que c'est fondamental pour nous, les travailleurs doivent pouvoir travailler en toute sécurité pour leur santé. En garantissant ça, j'ai demandé qu'il y ait toujours une possibilité physique ou par téléphone d'atteindre les services publics. C'est fondamental parce que on a vu, par exemple, lors de la première vague, que beaucoup de services publics se sont fermés et on a vu une diminution des demandes de reconnaissance de handicap de 40%. Je ne crois pas qu'il y avait 40% de personnes qui étaient handicapées en moins. Mais on voit les conséquences désastreuses quand il n'y a plus d'accessibilité des services publics et on voit du coup l'importance des services publics et c'est pour ça que nous voulons travailler aussi avec eux parce qu'ils sont fondamentaux pour lutter aussi contre la pauvreté et pour répondre aux populations les plus vulnérables. Ouais, c'est l'occasion d'ailleurs de saluer le travail des élus locaux, des fonctionnaires du service public communal en particulier, parce que c'est eux qui délivrent les documents d'état civil, composition de ménage, etc., qui sont souvent indispensables pour avoir accès à ces aides. Et chacun s'organise au mieux en organisant des bureaux sécurisés, avec sur rendez-vous, des documents qu'on peut retirer beaucoup plus facilement, parfois qu'on envoie par la poste ou même qu'on va déposer dans les boîtes aux lettres. Donc il y a vraiment une très très large mobilisation des travailleurs sociaux, des travailleurs du secteur public pour faire en sorte que ce service public continue à fonctionner malgré les difficultés de la crise Covid. Donc vraiment, c'est vraiment l'occasion de saluer leur travail. Alors ton travail à toi, il n'est pas fini. Il y a pas mal de questions aussi. Il y a Yves qui nous dit qu'il est conseiller CPS dans l'opposition et qu'il a dû se battre pour obtenir un comité spécial au sein du CPS pour pouvoir accélérer les demandes justement des personnes qui ne relèvent pas de l'aide sociale habituelle et par exemple pour permettre d'aider une famille à acheter un ordinateur pour un adolescent. Bravo à Yves de s'être battu pour ça. Il faut le demander dans toutes les communes où ça n'existe pas, évidemment. Hein. Il faut évidemment qu'il y ait une... Il faut le demander parce qu'il y a des obligations. Voilà. Donc, je travaille vraiment en collaboration avec les fédérations des CPS et il y a une obligation de tous les CPS de garantir effectivement l'accès aux droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des commissions spéciaux d'action sociale doivent avoir lieu effectivement aussi nombreux qu'ils doivent avoir lieu pour pouvoir faire en sorte que les droits soient attribués à l'ensemble des personnes et comme on l'a dit, le plus rapidement possible. Mais comme toi, je voulais quand même saluer le travail de tous ces assistants sociaux qui travaillent remarquablement dans nos CPS ou de tous les fonctionnaires qui sont dévoués et qui essayent effectivement de garder contact avec l'ensemble des citoyens parce qu'on connaît la fracture numérique, elle est là, elle est présente et donc l'ordinateur ne résout pas tout. Justement, il y a un jeune qui me demande si on peut intervenir aussi pour le numérique. Oui, bien sûr, il n'y a pas de nature d'aide. Donc, il y a des familles qui n'ont pas le Wi-Fi, par exemple, qui n'ont pas de connexion Wi-Fi. Les adolescents, les jeunes doivent suivre les cours en ligne, donc ils ont besoin du Wi-Fi. Eh bien, ça aussi, c'est le type de dépense qu'on peut tout à fait demander de couvrir. Il n'y a pas de nature a priori de l'intervention. C'est vraiment ce qui est rendu nécessaire par la crise et qui ne peut pas être couvert en raison d'une diminution de revenus. Donc, ça peut tout à fait être une intervention faisable. Tout à fait. Je précise aussi, juste avant de te céder la parole, que de plus en plus de communes, et on l'a fait à Charleroi, donc on a fait aussi notre propre plan d'aide communale, hein, et de plus en plus de communes se lancent dans des plans d'aide communaux. Je l'ai vu à Liège, à Mons, enfin un peu partout, en particulier là où les socialistes sont aux responsabilités. On aide directement les citoyens à Charleroi, par exemple. On a donné à chaque habitant de la naissance jusqu'à 105 ans un chèque de 20 €. Donc voilà, les familles avec c'est l'inconvénient de travailler avec son smartphone. Donc, ça, c'est une aide directe qu'on pouvait aller dépenser dans le commerce local. Donc, en même temps, c'est une aide au commerce local. Et on a mis en place un système vraiment très intéressant d'aide pour les familles pour acquérir ou bien une tablette ou bien un ordinateur en fonction des besoins pour les familles qui n'en ont pas et qui en ont vraiment besoin pour suivre la scolarité. Et là aussi, il y a une petite intervention des familles, mais pour ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent demander que le CPS intervienne
Et le CPS de Charleroi, par exemple, avec son président Philippe Van Coemberg, vont faire en sorte vraiment que ces demandes soient largement suivies pour qu'on puisse lutter contre cette fameuse fracture numérique. Mais l'exemple que tu donnes montre qu'on doit unir tous nos efforts. La Fédération Wallonie, Bruxelles fait quelque chose, les régions font quelque chose, les communes font quelque chose. Et donc, c'est vraiment dire aux citoyens que nous unissons nos efforts pour pouvoir faire en sorte qu'ils passent le mieux possible cette crise qui touche vraiment tout le monde et qui, évidemment, a des conséquences non seulement sociales, économiques, mais aussi psychologiques. Donc, il faut vraiment dire qu'on est à leur côté pour pouvoir les soutenir. Et je viens à une autre aide parce qu'on sent et on entend beaucoup aujourd'hui la détresse psychologique, les gens qui commencent à être fatigués de cette crise, qui ont des problèmes parfois de dépression, c'est qu'on met aussi en place au niveau des CPS et au niveau des maisons médicales, etc., les possibilités de soutien psychologique. Là aussi, il n'y a pas de honte à aller dire à un psychologue que l'on est fatigué, qu'on se sent mal à cause de l'isolement. Et là, par exemple, le CPS peut aussi payer les consultations pour qu'elles deviennent gratuites. Donc, n'hésitez pas non plus. On sait que l'isolement pèse beaucoup sur les personnes et pas seulement sur les personnes âgées, et que parfois les familles n'en peuvent plus. Et on est là aussi pour les soutenir. Et c'est comme au CPS, il n'y a pas de honte à dire qu'on a besoin d'un peu de soutien. C'est ça qu'il faut aussi retenir de toutes les politiques que nous mettons en place aujourd'hui. On est là et venez vers nous parce que les acteurs de terrain sont là et ils sont là avec beaucoup de bienveillance pour vous soutenir. Tu fais bien insister sur ce soutien psychologique parce que par ailleurs, dans les budgets de santé, on a remis aussi des moyens très significatifs pour engager davantage de psychologues, notamment dans les hôpitaux, mais pas exclusivement, parce que forcément, les personnes qui sont en première ligne, le personnel soignant, les infirmiers, infirmières, les médecins, etc., ben à un moment donné, ils craquent aussi, tout simplement. Ils sont épuisés. Et ils sont confrontés tous les jours à la maladie, à la mort, etc. Donc c'est très très lourd. Ils le portent sur eux et il faut pouvoir les aider. Mais ça peut concerner aussi tout un chacun. Je veux dire, on peut aussi ne pas avoir perdu son travail, être obligé de télétravailler. Et ben, tous ceux qui en ont fait l'expérience, je l'ai fait, beaucoup d'autres l'ont fait. Quand vous télétravaillez toute la journée devant un écran d'ordinateur et que vous avez 2 adolescents et un petit dans la maison qui court dans tous les sens et qu'en même temps il faut s'occuper de continuer à faire tourner la maison, ben, à un moment donné, ça devient effectivement très lourd de ne plus avoir ce contact avec ses collègues, de ne plus avoir sa vie normale, de ne plus avoir de contact avec sa famille, avec ses amis et d'avoir tous les problèmes familiaux qui sont autour. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'on a renforcé l'aide contre les violences conjugales. Parce que malheureusement, ben voilà, quand on ne peut pas sortir de chez soi, dans les familles où c'était déjà un peu fragile, voire où il y avait déjà une forme de violence conjugale, ben, quand on est enfermé, par définition, le risque que ça dérive vers une violence accrue ou bien que ça bascule dans la violence alors qu'on était à la limite est plus important. Et donc là aussi, les services ont été renforcés. Ouais. Et il y a des numéros, 0800. Et c'est vrai que les régions ont énormément investi aussi dans la lutte contre les violences intrafamiliales, ce qui est aussi fondamental. Et il faut rappeler aussi là, parce qu'on sait combien les femmes ont parfois des difficultés de parler, parce qu'elles se sont aussi un peu coupables parfois, que non seulement la police, mais beaucoup d'associations sont là pour vous aider, pour vous écouter, le cas échéant, pour prendre les décisions et vous accompagner dans les décisions que vous allez prendre pour vous protéger vous, mais souvent aussi pour protéger vos enfants. Il ne faut jamais hésiter effectivement à en parler. Une dernière chose peut-être, Karine, tu as obtenu la création d'une task force. Alors une task force, c'est un grand mot, mais donc d'un groupe de travail avec, là aussi, tu as déjà obtenu un budget de 75 millions, une première enveloppe pour identifier tous les problèmes qu'on n'a pas encore perçus. On aide au maximum les pensionnés, les personnes qui ont des revenus de remplacement, on refinance le personnel soignant, les soins de santé. On l'a dit, il y a cette aide du CPS qui est ouverte à tout le monde. On n'a pas parlé de l'aide alimentaire aussi, qui a aussi été refinancée. C'est peut-être important d'en dire un mot, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens qui d'habitude ne vont pas demander de colis alimentaire, aujourd'hui, tout simplement n'ont plus le choix et donc vont chercher un colis alimentaire. Donc là aussi, il y a eu un refinancement. Oui, alors d'abord sur l'aide alimentaire, c'est vrai qu'on voit une augmentation significative des demandes d'aide alimentaire, des gens qui vont chercher des colis, ce qui est très préoccupant dans un pays
aussi riche que la Belgique, et donc on voit une augmentation de 20 à 25%, notamment en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, il y a 3 semaines déjà, j'ai dégagé 7 millions d'euros pour les CPS et toutes les associations avec lesquelles elles travaillent normalement, notamment les Restos du Cœur, que les gens connaissent bien, et pour aussi les banques alimentaires, pour qu'ils puissent faire les marchés, pour n'être pas en rupture de vivres, en rupture de biens, pour pouvoir donner à l'ensemble de la population. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est significatif, ce ne sont pas les bénéficiaires, seulement les bénéficiaires d'allocations les plus basses qui vont vers cette aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est aussi des familles qui ont une diminution de revenus. Et je voulais le dire, que l'aide alimentaire est inconditionnelle. C'est-à-dire que vous ne devez pas passer par le CPS pour aller chercher une aide alimentaire. Vous pouvez, là, effectivement, aller vers les points de distribution d'aide alimentaire et on vous la donnera, quel que soit votre statut, avec ou sans papier, par exemple. Et donc là, vous aurez une aide directe avec des colis alimentaires qui correspondront d'ailleurs à ce que vous voulez manger. On n'oblige pas aux gens de manger n'importe quoi. Ça a évolué effectivement, l'aide alimentaire. Et là, je dois aussi féliciter les associations et tous les bénévoles qui se donnent sans compter pour que les familles n'aient pas faim aujourd'hui. Donc 7 millions qui ont été dégagés. Et par ailleurs, c'est vrai que je suis une femme de terrain. J'ai toujours été une femme de terrain. J'étais présidente des CPS avant. Et donc, j'ai relancé le groupe de travail, on peut dire, à la task force, avec les acteurs de terrain, parce que c'est eux qui savent le mieux qu'est-ce qu'il faut ajouter encore aux mesures pour répondre plus concrètement encore à la crise et aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, j'ai jumelé le groupe politique et les acteurs de terrain. Donc, on est en conversation et en dialogue direct. On a déjà eu une rencontre mardi. Beaucoup de choses sont sorties de cette première rencontre, notamment aussi toutes les politiques sans-abri. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sans-abri, malheureusement d'ailleurs, dans nos villes et communes. Et nous aurons directement une rencontre encore la semaine prochaine pour déjà faire des mesures concrètes. Et comme tu l'as dit, il y a une enveloppe de 75 millions que je pourrais mobiliser immédiatement. Mais pourquoi je veux rencontrer ces acteurs de terrain? C'est pour ne pas me tromper dans les mesures concrètes et qu'elles aillent vraiment chez les gens, au plus près des besoins des gens. Voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait le choix de travailler avec les CPS, parce que les CPS, ils sont sur le terrain, ils connaissent la situation de terrain, les travailleurs sociaux savent quels sont les problèmes dans telle et telle commune. C'est pas forcément la même chose dans une grande ville, dans une plus petite commune rurale, etc. Et donc, ils sont les mieux équipés pour aider tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. On me pose la question, et je vais peut-être terminer par ça, Karine. Oui, mais qui va payer tout ça? Eh bien, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est pas les citoyens. Ça, c'est clair, parce que l'accord de gouvernement, il est très clair. On n'augmente pas les impôts sur les gens qui travaillent. Donc, c'est pas les citoyens qui vont payer tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais c'est indispensable. Et quand on est dans une période de crise sociale, on va pas commencer à se dire, est-ce qu'on a les moyens? Quand il fallait aider les banques pour éviter que toute l'économie s'effondre, on a trouvé les moyens pour nationaliser les banques. Eh bien, aujourd'hui, il faut lutter contre la crise économique et lutter contre la crise sociale. Et donc, il faut dégager tous les moyens nécessaires, coûte que coûte. C'est pas le moment de se demander si on a les moyens. Il y a une partie des mesures qui sont des mesures qui dureront le temps que dure la crise. Et ben donc ça ira dans la dette. Et puis un jour, voilà, aujourd'hui on peut emprunter parce que la Belgique peut emprunter parce que les taux d'intérêt sont pratiquement à 0%, donc ça ne nous coûte pratiquement rien. Et puis il y a d'autres mesures qui sont des mesures qui vont durer, des mesures structurelles, l'augmentation des pensions, l'augmentation des bases d'allocation, le refinancement de la santé. Mais là, c'est dans le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale qu'on trouvera les moyens. Et il faut quand même rappeler que dans ce gouvernement, les 2/3 des nouvelles dépenses, 65% des nouvelles dépenses, c'est le social, sans même compter la santé. Il y a 4 milliards en plus pour la santé, il y a 4 milliards en plus pour le social, en plus des budgets déjà prévus, notamment l'enveloppe bien-être, etc. Et on fera contribuer les plus riches. Voilà, on vient de mettre sur la table une taxe sur le capital. Elle va rapporter plus de 400 millions tous les ans. C'est une taxe qui va durer. Eh bien voilà, c'est à travers ce type de mesures-là, ou bien taxer davantage les multinationales, taxer davantage les gros pollueurs. C'est comme ça qu'on doit faire en sorte de dégager les moyens nécessaires pour rencontrer les besoins, et ils sont énormes, de notre population en matière de précarité, de lutte contre la pauvreté. Mais Paul, tu l'as dit, à côté des mesures conjoncturelles actuelles pour répondre à la crise sociale, nous voulons effectivement, et l'objectif des socialistes, c'est vraiment de sortir les gens de la précarité, de la pauvreté, pour qu'ils puissent vivre tous dignement. L'objectif, c'est évidemment pas de les maintenir, mais d'avoir des politiques structurelles, tant au niveau
matériel, c'est-à-dire en augmentant les allocations bien évidemment, mais aussi un travail d'accompagnement pour qu'ils retrouvent la dignité par le travail, par la participation à la vie en société. Et donc nous devons accompagner toutes ces familles. Nous ne voulons pas de reproduction sociale. Il ne faut pas que les enfants qui aujourd'hui vivent dans la pauvreté soient les adultes pauvres de demain. C'est tout le travail que nous voulons faire, évidemment, avec les régions, avec les CPS, mais c'est un travail qu'on va faire d'arrache-pied parce que la pauvreté est encore beaucoup trop grande en Belgique et dans nos grandes villes surtout. Voilà, et en tout cas, on est mobilisé à tous les niveaux, dans nos communes, dans les régions, les provinces, il ne faut pas oublier les provinces, les CPAS, la communauté française qui agit beaucoup aussi pour tout ce qui est lié à l'école, l'enseignement supérieur, le sport, la jeunesse, le soutien à la culture, parce que les artistes ont aussi été très très touchés par cette crise. Et là aussi, il y a des mesures pour faciliter l'accès d'ailleurs au statut d'artiste. Et bien sûr, le fédéral. Et on n'oublie pas l'Europe. Et donc, les socialistes sont partout mobilisés. Et c'est le combat qu'on va mener jusqu'au bout. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été avec nous ce soir. Je vois que tu es toujours au bureau, donc ta journée est certainement loin d'être finie. Je te souhaite encore bon travail et à très très bientôt. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur ce live et à bientôt pour d'autres sujets, d'autres débats. Merci. Merci, à bientôt, Paul. Au revoir.